Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Neil Kawissin, il est conseiller régional de Bretagne, également militant de l'UDB et il est venu spécialement pour être avec nous en direct dans la matinale. Je l'en remercie, bonjour. Des maths d'or. Alors vous l'avez fait en breton, moi je vais vous dire bonjour, je vais vous le répondre en gallo. On parlera d'ailleurs tout à l'heure des langues de Bretagne et plus largement de la culture bretonne, qui voit planer quelques ombres en ce moment, ombres budgétaires entre autres, on en parlera. J'avais envie, Neil Kawissin, de démarrer sur un sujet dont on parle aussi beaucoup, ce sont les mobilités, les transports. La région Bretagne a compétence pour les transports et le transport ferroviaire en particulier. Vous me voyez peut-être déjà venir, on en parle souvent sur cette antenne, de cette possible réouverture de l'axe central à Saint-Brieuc, Loudéac, Pontivy aurait cette ligne ferroviaire fermée depuis de nombreuses années et quelques élus y verraient bien une voie verte. Pour vous, c'est une bonne idée ou pas une bonne idée du tout ? Moi, quand j'entends voie verte sur une ligne ferroviaire, je vois rouge. Parce qu'en fait, si on coupe une ligne ferroviaire, c'est presque impossible de la reconstituer ensuite. Si on laisse partir le foncier, on la revivra pas. Pourtant, cette ligne, qui actuellement n'est pas en service, c'est la seule qui permet d'aller du nord au sud de la Bretagne autrement qu'en voiture, en fait. C'est aussi une voie qui permettrait de faire du transport urbain entre Saint-Brieuc et les communes de l'intérieur des Côtes-d'Armor ou entre la zone Auray-Vannes et Pontivy, par exemple. On a de plus en plus de gens qui, à cause du prix du logement, vont s'installer dans l'intérieur de la Bretagne alors qu'ils peuvent travailler près du littoral. Donc on a vraiment besoin de rétablir des axes nord-sud. Je suis un très chaud partisan de la réouverture de cette voie. J'ai même marché tout le long du trajet pour la défendre. C'est très joli, je le conseille à tout le monde. Ça a un coût, mais je pense que ça le vaudrait, ce coût-là vraiment. Et donc je demande vraiment solennellement à SNCF Réseau de ne pas céder l'emprise foncière et à la ville de Loudéac de faire une voie verte ailleurs. C'est très bien de faire des voies vertes, mais pas sur la seule ligne ferroviaire qu'on a au milieu de la Bretagne. C'est pas une infrastructure d'intérêt communal. C'est beaucoup plus large que ça. Est-ce que sur une voie, à Cavan par exemple, on a une voie express qui traverse la commune, on va pas aller faire un potager communal sur la voie express. Voilà, on le fera ailleurs s'il faut. Mais on en rigole, mais c'est ça. Il faut pas, pour un intérêt local, couper une voie d'intérêt régional. Alors il y a tout un débat sur le ferroviaire aujourd'hui. Alors il y a des choses qui se font. On a vu la rénovation de la ligne Lamballe, Planquette-Dinan, avec le succès de retour du train finalement, avec des trains plus modernes qui vont un peu plus vite, des temps de parcours diminués. Là aussi on peut imaginer cet axe nord-sud, sud-nord, avec des matériels modernes, avec du transport cadencé, avec aussi une façon de repenser le transport en Bretagne, le transport ferroviaire entre autres. Bien sûr, c'est un axe sur lequel on n'attend pas forcément un très très gros volume de passagers comme ce qu'on peut avoir sur le trajet entre les métropoles par exemple ou sur l'étoile rennaise. Donc il faudrait certainement une réflexion sur du petit matériel. L'important c'est surtout que ça passe assez souvent pour que les gens le prennent. Si ça passe 3 fois par jour, les gens ne prennent pas à l'habitude. On est tous pareils, c'est normal. Il faut que ça passe souvent et il vaudrait mieux, je pense, sur cet axe, avoir un volume assez raisonnable mais un bon cadencement. Avec des demandes particulières, on sait que il y a beaucoup d'habitants en centre-Bretagne, vous parliez tout à l'heure du logement, qui souhaiteraient prendre le train pour aller à leur travail et en revenir. On peut imaginer ce type de parcours finalement, train-école, train-travail. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie demande pour ça aujourd'hui. Beaucoup de gens aimeraient avoir une alternative à la voiture à cause de son coût, principalement, à cause de la pollution, à cause du temps qu'on peut perdre dedans. Surtout, si on tombe sur un axe à des bouchons. Et si on prend peu le train en Bretagne, ça augmente, le trafic augmente, mais beaucoup de gens ne le prennent pas parce qu'ils n'ont pas de gare à proximité de chez eux, en tout cas pas de gare desservie, ou alors parfois avec une desserte insuffisante. La région Bretagne va mettre plus de trains sur certains axes, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier les gens qui aujourd'hui sont un peu les enfants perdus du transport ferroviaire parce qu'il y a simplement plus de lignes à côté de chez eux. Donc
en plus de cet effort sur le cadencement, il faut faire un effort de reconquête de l'infrastructure, de l'emprise territoriale de l'infrastructure. Avec là aussi une demande du public, une demande aussi du jeune public. On sait aujourd'hui que la jeune génération, bien c'est pas forcément la génération bagnole, pour faire un peu trivial, c'est aussi la génération des transports en commun. Pour peu qu'on donne le moyen à ces transports en commun d'être multimodaux finalement, on peut descendre du train, prendre soit le vélo, soit un tram, soit un bus. Là aussi il faut réfléchir sur ce côté multimodal des transports. Bah oui, certainement. Effectivement, entre vélo, voiture, train, on sait bien qu'on n'aura jamais une gare ferroviaire dans chaque commune, ça c'est pas possible. Par contre, ce qui peut être bien, c'est que les gens puissent aller à pied, en vélo ou en voiture jusqu'à une gare assez proche, stationner là, prendre le train et rentrer chez eux ensuite. Et c'est pour ça il s'agit pas de dire que on va supprimer tous les trajets en voiture. Mais si au lieu de faire 1 heure en voiture, les gens peuvent faire 10 minutes en voiture et le train, ou 10 minutes en vélo et le train, eh ben ce sera un vrai gain de qualité de vie et d'argent pour eux. Je disais en commençant que vous étiez conseiller régional. J'imagine que votre groupe, avec l'UDB, va demander à la région de s'investir sur ce transport ferroviaire un peu plus encore, justement par peut-être la remise en service de cette voie. En tout cas, l'idée de remise en service de cette voie nord-sud. Tout à fait, à l'UDB, on a souvent plaidé déjà pour ça, pour la réouverture de lignes, y compris à la ligne Morlaix-Roscoff, par exemple. On a aussi beaucoup plaidé, et là-dessus, on a eu gain de cause pour le sauvetage de la ligne Châteaubriand-Rennes ou Quimper-Brest. Et il y a toujours des choses à améliorer, mais là, spécialement, il y a une urgence sur la ligne Auray-Saint-Brieuc, qui passe par Pontivy-Loudéac, parce qu'on a un risque de coupure définitive de cette ligne, donc on va mettre le paquet là-dessus. On interpellera l'exécutif lors de la prochaine session du Conseil régional à ce sujet. Il y a un collectif qui défend aussi, je le dis, cette voie ferroviaire essentielle pour le Centre-Bretagne. On va donc suivre le dossier, vous l'imaginez bien. J'avais envie de parler aussi d'une autre actualité de l'UDB, alors qui pourrait prêter à sourire. Il y a eu il y a quelques mois quelques semaines, ce communiqué de presse autour du Bugaled-Braise. On sait que il y a toujours une enquête en cours. On ne sait toujours pas ce qui a fait couler ce chalutier breton. Le Bugaled-Braise était dans une zone où il y avait des sous-marins et vous avez interpellé le président Donald Trump, le président américain, j'allais presque dire rien que ça, pour lui demander s'il y avait des sous-marins des Sénats en manœuvre dans cette zone-là pour demander à ce que les documents soient déclassifiés. Alors, on pourrait prendre ça un petit peu par le petit bout de la lorgnette, mais c'est très sérieux finalement. C'est très sérieux parce qu'il y a quand même des gens malheureusement qui sont décédés. Il y a des familles qui n'ont jamais eu de réponse. Donc, alors je ne parle pas au nom des familles, mais j'imagine à quel point c'est douloureux de ne pas avoir la vérité, de ne pas avoir de réponse sûre et certaine, d'explication. C'est pas une question de vengeance, c'est une question vraiment, d'une part d'apaisement, d'autre part pour la société. On a le droit de savoir pourquoi un bateau a coulé ce jour-là. C'est vraiment fondamentalement une question de vérité et de démocratie, c'est pas une question de vengeance. Et moi j'ai la conviction que ça peut pas. Alors, je suis pas spécialiste des bateaux, mais comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai la conviction que ça ne peut pas être l'accident de pêche qui a été invoqué. Je crois que c'est un sous-marin. On est beaucoup à le croire. Et on demande solennellement à l'État français de déclassifier les documents qui permettraient de le vérifier. On ne dit pas que c'est un sous-marin français. On ne dit pas que c'est un sous-marin britannique. On ne dit pas que c'est un sous-marin américain, mais tout ça est possible. Et bon, la lettre à Trump, c'était un petit peu un clin d'œil parce qu'il a pris l'engagement de déclassifier un certain nombre de documents confidentiels, donc on l'a interpellé. Il ne nous a pas encore répondu, mais peut-être que ça viendra. Mais au-delà du cas Trump, il y a un vrai sujet, savoir s'il y avait un sous-marin américain sur zone ou pas. En fait, c'est l'ensemble des États, et en particulier l'État français, qui devrait donner la vérité aux gens. C'est pas un crime contre l'armée de demander à savoir si c'est bien un sous-marin et quel sous-marin a causé le naufrage de Bugaled-Braise. Vous avez interpellé aussi le Premier ministre François Bayrou pour lui demander finalement la même chose. Vous n'avez pas reçu de réponse pour l'instant ? Pour l'instant, non. Notre porte-parole, Tiffaine Sirette, était à Paris aujourd'hui, tenir un point presse près de Matignon pour ça, pour l'interpeller. On espère qu'il nous répondra aussi. On a aussi interpellé d'anciens premiers ministres, notamment Dominique de Villepin et Édouard Philippe, qui, si j'ai bien compris, se préparent pour la prochaine présidentielle. Et la question qu'on leur pose, c'est est-ce qu'ils veulent maintenir le secret d'État là-dessus ou est-ce qu'ils veulent être celui qui aura permis de connaître la vérité ? C'est essentiel. Nous, en tant que parti politique, on a pour rôle d'être
un peu l'interface entre la société et le pouvoir. Et ce qu'on veut dire au pouvoir en faisant ça, avec cette lettre, avec ce point presse aujourd'hui près de Matignon, c'est que la société bretonne n'a pas oublié et ne se résigne pas à ne pas savoir. Voilà, essayer de comprendre ce qui s'est passé ce 15 janvier 2004. Voilà, là aussi, on va laisser le dossier ouvert et on va suivre l'évolution en espérant qu'une réponse arrive. J'avais envie aussi de vous entendre, Lynn Kawissin, ce matin sur des sujets de société. Alors, ce qu'on appelle les grands sujets de société. Alors, y a-t-il des grands sujets ou des sujets un peu moins importants? Mais la fin de vie fait partie de ces grands sujets de société. L'adoption mardi de ce texte ou de ces textes de loi, parce qu'il y a 2 textes de loi en fait, autour de la fin de vie, des soins palliatifs d'un côté et puis du choix de comment mourir. Est-ce que c'est essentiel dans une société telle que la nôtre qui doit avancer sur ces questions-là? Oui, je crois qu'il faut qu'on ait d'ailleurs, ce débat a eu lieu et je pense qu'il fallait qu'il ait lieu. C'est un débat très difficile. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Il n'est pas partagé par tout le monde à l'UDB et j'ai vu que souvent dans les partis politiques, ça faisait souvent débat parce que c'est un sujet très intime, très fondamental. Et à titre personnel, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait le droit à décider de mourir dans certains cas. Je comprends parfaitement les inquiétudes que ça suscite. Je comprends parfaitement qu'on s'inquiète de possibles pressions sur les gens pour que il faut surtout pas que ça en vienne à être un moyen de libérer des lits ou je ne sais quoi. Enfin, le risque existe vraiment parce qu'on est dans un système de santé en tension et bon, ça a été abondamment commenté. Les soins palliatifs ne couvrent pas tout le territoire de manière satisfaisante. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est inquiétant et il faut à côté effectivement permettre à tous d'avoir une fin de vie digne avec le moins de douleur possible sans nécessairement être obligé de choisir de choisir de mourir. Mais d'un point de vue aussi, je considère qu'il est positif que les gens aient ce droit. Avoir le droit et puis choisir finalement. Oui. Avec, vous le disiez, un débat qui a eu lieu, y compris dans l'hémicycle, un débat, on a entendu souvent le mot digne. Les gens ont pu s'écouter, quelle que soit la sensibilité politique fût-elle éloignée, les gens ont pu s'écouter, ont pu discuter. Ça veut bien dire finalement que sur certains grands sujets sociétaux très importants, et la fin de vie en est un, on arrive à s'entendre en politique, ou tout au moins à discuter. Oui, on aimerait bien que ce soit plus souvent le cas. Effectivement. Je pense que devant c'est quand même un sujet assez dramatique et je pense que, la plupart des partis se sont dit qu'il fallait pas faire de polémique inutile là-dessus et qu'ils l'ont abordé avec gravité, avec sérieux et je pense que c'était bien de le faire comme ça. Alors, autre sujet qui a été plus compliqué, c'est la loi du plomb sur l'agriculture, loi qui devait être débattue à l'Assemblée nationale et qui finalement a fait l'objet d'un rejet finalement. Elle sera examinée en commission paritaire, donc il n'y aura pas de débat. Ça pose aussi la question, cette loi du plomb, de l'agriculture, de la réintroduction de pesticides, ce qui cause un problème au niveau environnemental, mais aussi de la prédominance des syndicats agricoles, et là la FNSEA a été pointée du doigt essentiellement par la gauche. Là aussi, vous regrettez qu'il n'y a pas eu de débat, qu'il n'y ait pas eu de débat aussi peut-être au niveau régional? Alors oui, tout à fait. Alors je regrette effectivement que l'Assemblée nationale n'en ait pas vraiment débattu. Je regrette aussi que nous, en tant que citoyens, on est très loin de ça alors que ça nous touche très directement finalement parce que ces substances, elles se retrouvent dans nos corps un jour ou l'autre. Elle participe à l'effondrement de la biodiversité et moi je suis vraiment aussi à la réintroduction de ces substances et j'entends l'argument de dire il faut une alternative. Au risque d'être un peu provocateur, l'alternative existe, l'agriculture biologique, ça marche. Alors c'est des changements considérables pour lesquels il faut accompagner la profession agricole, mais pour moi le devoir du gouvernement face à la situation dramatique sanitaire de biodiversité dans laquelle on est, c'est pas de faire croire qu'on va toujours pouvoir continuer comme ça, se dire non, un jour ou l'autre, demain, après-demain, il faudra arrêter avec ces produits, il faudra faire autrement. Et là, quelque part, on berce les agriculteurs d'illusions en leur faisant croire que ça pourra toujours continuer comme ça. Il y a chez les agriculteurs des gens qui plaident évidemment pour utiliser moins de produits, mais souvent quand on discute avec eux, la réponse elle est quasi systématique, c'est oui, mais les autres les utilisent ailleurs en Europe, ça fait une distorsion de concurrence, eux arrivent à ne pas avoir de maladies sur leur culture et nous, eh bien on est réduit tant qu'on n'a pas d'autres alternatives à avoir des maladies. Vous l'entendez cet argument-là ?
Alors, je l'entends et je suis tout à fait d'accord pour revoir les règles agricoles au niveau européen et pour être plus exigeant sur les échanges commerciaux qu'a l'Union européenne avec le reste du monde. Je ne me satisfais pas de dire que, comme les autres pourrissent leur terre et leur eau pour produire pas cher, il faut qu'on fasse la même chose. Parce qu'à un moment, c'est l'outil de travail des agriculteurs, c'est leur santé, c'est notre santé à tous. Il faut sortir de ce système-là. Alors, avec... Pourquoi pas des étapes, ça d'accord, mais il ne faut pas revenir en arrière. Souvent, les agriculteurs se sentent montrés du doigt, méprisés. Alors, souvent, les écologistes sont un peu en ligne de mire. Il faut aussi introduire l'écologie au niveau agricole, mais peut-être d'une autre manière, moins politisée, plus douce peut-être. Plus douce, certainement. Je pense que ce qui est très difficile dans la question écologique avec l'agriculture, c'est que la problématique écologique arrive en plus d'une situation économique qui est difficile pour une partie des agriculteurs. On a effectivement des agriculteurs qui ne vivent pas dignement de leur travail. Je connais notamment un éleveur porcin bio qui habite pas loin de chez moi à Langoite qui m'a raconté les années qu'il a vécues après 2021 sans se verser de salaire et en empruntant de l'argent à la banque tous les ans. Alors même que quelques années auparavant, on disait allez-y, produisez plus de porc bio, voilà, et paf, 3 ans de crise, et là ça repart. Il faut protéger les agriculteurs de ce stop and go qui est désastreux. Parce qu'il casse toute stratégie de long terme. L'agriculture, ça peut être simplement s'adapter à la demande mois par mois. Le respect des équilibres écologiques, ça demande du long terme et il faut leur garantir une stabilité des prix. Pas n'importe comment, il ne faut pas dire prix garanti sur tout parce que là ça pousse à la surproduction, mais sur un certain volume, il faut des garanties de revenus. Sinon, effectivement, toutes les règles écologiques qu'on va mettre apparaîtront comme des contraintes en plus dans une situation déjà difficile. Et je comprends qu'il y a une colère là-dessus, mais la question écologique, c'est pas le problème. Le problème, c'est le modèle agricole qu'on a actuellement. Et aussi, j'ai parlé des prix, la question de la population agricole. Parce qu'on a perdu énormément d'agriculteurs, on en perd encore aujourd'hui. Si on fait rien, on peut avoir une division par 3 de la population agricole dans les 20-30 ans qui viennent, ce serait dramatique. Et effectivement, moins il y a d'agriculteurs, moins on peut leur demander aussi de choses, parce que s'ils ont de plus en plus de terres, ça devient difficile d'avoir des alternatives à la mécanisation à outrance et aux pesticides. Donc il faut, en plus de la question écologique, avoir un travail sur le mécanisme des prix et surtout un plan massif de repeuplement des campagnes, on a besoin de plus d'agriculteurs. Quand on est écologiste, on a besoin de plus d'agriculteurs et qu'ils soient rémunérés correctement. La région Bretagne fait un effort vis-à-vis des jeunes agriculteurs pour qu'ils s'installent, pour qu'ils puissent développer leurs exploitations. C'est une bonne idée finalement d'amener les jeunes à s'installer dans cette terre agricole qu'est la Bretagne. Oh oui, il faut absolument les encourager. Il y a des jeunes qui veulent s'installer, il faut les aider à le faire. Souvent, un des freins, c'est souvent le foncier. Trouver des terres agricoles, c'est souvent le plus difficile. C'est souvent une étape qui fait renoncer à des projets. Et là-dessus, on a déjà des mécanismes. Il y a les SAFER qui interviennent en principe pour aider les installations, éviter que tout parte à l'agrandissement. C'est pas toujours le cas, ça dépend des endroits, ça dépend des contextes. On a aussi un vrai souci avec la financiarisation des terres agricoles, où on ne sait plus trop qui possède quoi. Il y a des convoitises, on entend des multinationales venues parfois de très loin, on pense à des multinationales chinoises qui, sous couvert de quelques manipulations, arrivent à obtenir des terres. Il y a une convoitise réelle. Tout à fait, et il faut aujourd'hui avoir un nouvel outil de régulation européen. En fait, on a besoin de savoir qui possède les terres, parce qu'on ne peut pas réguler si on ne sait pas qui les a. Et pour ça, il faut qu'on ait accès au portefeuille des sociétés. C'est déjà possible pour des questions de lutte antiterrorisme ou lutte anti-blanchiment d'argent. Alors, je ne traite pas les gens qui achètent des terres agricoles de terroristes, c'est pas ça du tout. Mais c'est le même mécanisme, finalement. Mais il faut utiliser ce mécanisme pour voir combien d'hectares possèdent réellement les propriétaires. Parce que tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas faire grand-chose. C'est une revendication de la Confédération paysanne, de Via Campesina, et que l'UDB, on soutient complètement. On a besoin de réactualiser les mécanismes de contrôle public qui ont été pensés pour une époque où Internet n'existait pas et qui ont été utiles, qui ont permis un maintien d'une terre agricole à un niveau bas en France par rapport à d'autres pays européens. Mais aujourd'hui, ces mécanismes sont à bout de souffle, il faut les renouveler.
Alors, il y a un autre grand sujet que j'avais envie de traiter avec vous, Neil Kawissin, c'est le sujet de la culture. On a vu beaucoup d'inquiétudes, des unes parfois presque inquiétantes. Je pense à nos confrères de Poer qui ont alerté sur la culture bretonne en danger, les langues en danger, les langues de Bretagne, le breton, le gallo. J'avais envie un petit peu de faire le point avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on risque de perdre finalement ce qui fait notre culture, notre terre bretonne, si différente des autres? Allez, on fait un peu de chauvinisme là. Alors, c'était malheureusement la chronique d'un effondrement annoncé. On a perdu, par rapport à il y a 6 ou 7 ans, à peu près la moitié des locuteurs du breton, et un peu moins pour le gallo, mais une grosse perte aussi. On n'est pas tout à fait à la moitié, mais la direction est la même. Malheureusement, c'était prévisible et annoncé, parce que la pyramide des âges était telle qu'elle était. On avait une grande majorité de locuteurs au-delà de 60 ans, voire de 70 ans. Donc, voilà, ça n'a pas été une surprise pour moi de voir cette baisse. La question, effectivement, est-ce qu'on veut enrayer cette baisse et repartir à la hausse? Est-ce qu'on veut que le breton et le gallo soient des langues vivantes en Bretagne de moins? Moi, oui, viscéralement. Et si oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors justement, la région s'implique beaucoup, là encore, la région Bretagne s'implique beaucoup pour sauvegarder les langues. Alors quand je dis sauvegarder, c'est donner les moyens que les langues soient apprises, transmises, enseignées aussi aujourd'hui. On fait pas assez par rapport à nos voisins, par exemple du Pays de Galles ou d'Irlande? Effectivement, les budgets sont beaucoup plus importants au Pays de Galles, par exemple. La loi aussi est beaucoup plus favorable aux Gallois. Et on voit qu'il y a encore 500 000 locuteurs du gallois aujourd'hui, alors qu'au début du XXe siècle, ils n'étaient pas plus nombreux que les bretonnants. Et il y a une baisse, mais il n'y a pas un effondrement comme ici. Il faut savoir que là-bas, il y a toute une partie du Pays de Galles, tout le nord, où toutes les écoles fonctionnent en gallois. C'est comme si dans le Finistère, il n'y avait que des écoles d'Iwan. Et dans tout le reste du Pays de Galles, le gallois est enseigné, à plus ou moins forte dose. Mais quand même, il y a un enseignement massif. Donc aujourd'hui, c'est un peu impossible de passer à côté. Il y a un rapport à la langue, finalement. On peut ou pas ne la parler, mais il y a une généralisation à peu près de l'enseignement du gallois, après, avec des niveaux plus ou moins importants. Il y a une omniprésence du gallois visuellement dans la sphère publique. On peut le parler dans un certain nombre de circonstances. Après, le poids démographique, culturel de l'anglais est tel que la partie n'est pas gagnée. Mais enfin, on n'est pas au niveau du breton. Le gallois est tout de même beaucoup plus vivant aujourd'hui. Et ça nous montre ce qui est possible de faire parce que il y a un siècle, ils n'étaient pas dans une situation plus favorable que nous. Donc, en mettant le paquet sur, d'une part, l'enseignement, d'autre part, la visibilité et la possibilité d'entendre et de pratiquer la langue dans l'espace public, on peut effectivement faire repartir à la hausse le nombre de locuteurs du breton et du gallo. Alors, les situations sont assez différentes parce que le gallo ne se transmet pas de la même manière que le breton aujourd'hui. Il n'a pas la même image, il n'a pas le même rapport au français, mais dans les deux, moi je suis pour deux politiques linguistiques, mais deux politiques linguistiques ambitieuses, et il y a beaucoup de choses à faire. Je crois beaucoup au fait de faire entendre les langues. On a poussé à l'UDB pour que le Conseil régional de Bretagne mette des annonces en breton et en gallo dans les TER par exemple. Ça a été fait. On parlait des trains tout à l'heure. Ça a été fait. La majorité régionale a fait la démarche auprès de la SNCF, et je vois l'effet que ça produit ce genre d'entendre. Parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'entendre du breton ou du gallo en Bretagne. Et tout d'un coup, pouf, on se rappelle que c'est des langues vivantes. Ça change un paysage mental. Avec une petite guéguerre que l'on voit alors, au gré des réseaux sociaux, mais aussi parfois en discutant sur le terrain, entre où on doit parler breton, où on doit parler gallo. Alors voilà, c'est quand j'ai une petite guéguerre, ça prend quand même des fois des aspects d'un débat assez viril. Justement, est-ce que là aussi il y a une réflexion des territoires linguistiques en Bretagne ? Je dis où l'on doit parler breton ou gallo, j'ai envie de dire où on veut. L'envie, par exemple, d'apprendre la langue bretonne, elle est encore plus forte dans le pays des Vallons de Vilaine, au sud de Rennes, que dans le Trégor, par exemple. Tel qu'on la mesure dans les enquêtes d'opinion. Bien sûr, le breton est beaucoup plus parlé à l'ouest, ça c'est une réalité. Et bien sûr, ça fait des siècles que le breton n'est plus la langue des campagnes de Haute-Bretagne. Dans certains endroits, elle l'a probablement jamais été d'ailleurs. Ça, c'est clair. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire. Mais aujourd'hui, un peu partout en Bretagne, il y a des gens qui veulent parler le breton, le voir et l'entendre. À cette demande-là, il faut répondre, que ce soit par l'enseignement ou par la présence du breton dans les services publics.
je suis un peu agacé parfois quand j'entends dire que le fait de développer le breton en Haute-Bretagne effacerait le gallo. C'est pas vrai. C'est un peu c'est le pas fond vrai du parce débat, que actuellement. malheureusement, le gallo était déjà effacé avant. Mm. Des panneaux en gallo, il n'y en avait pratiquement pas. Du gallo, on n'en entend pratiquement plus dans les médias publics, par exemple. Et c'est une langue qui était déjà largement invisibilisée. C'est pas la faute du breton. Par contre, il faut aussi faire pour le gallo. Il faut les deux, en fait. Vous parlez des médias, nos confrères de ici, ex-France Oui. Bleu, s'inquiètent aujourd'hui, alors on pense à nos confrères de Brésil, qui s'inquiètent de voir à leur antenne la diminution des temps d'antenne consacrés, alors on peut penser aux journaux d'information en breton. Est-ce que là aussi il faut intervenir au niveau de la région pour rappeler peut-être aussi au service public qu'il faut conserver les langues régionales? Alors je dis service public, nous on n'est pas le service public, mais voilà, il y a cette interrogation là aussi. Tout à fait, c'est un vrai souci d'avoir des médias régionalisés, mais en fait toujours sous direction parisienne. Je pense à France 3, je pense à France Bleu par exemple. En soi, je ne remets pas en cause du tout la qualité du travail des équipes, moi je trouve qu'elles font un très beau travail. Le problème, c'est que très souvent, on a une remise en cause de l'usage du breton. On n'a plus de gallo à ma connaissance du tout, d'ailleurs, sur ces médias. Ou alors ça doit être très, très rare. Et en plus, la part des programmes régionaux est souvent menacée. Or, c'est ça l'intérêt de ces chaînes-là, sinon c'est pas la peine. Donc, puisque avec une direction centralisée, on n'arrive pas à sécuriser dans la durée l'information régionale et la part des langues régionales là-dedans, il faudrait avoir une gouvernance régionale, avoir des chaînes indépendantes finalement. Il me semble que ce serait le meilleur moyen de garantir en fait, leur mission fondamentale. On peut imaginer demain la région Bretagne investir, alors je mets les guillemets qui s'imposent, dans un média public régional. Oui, je pense qu'il faudrait que ce soit le cas. Je souhaiterais que plutôt que de dépendre de l'État, de France 3 et France Bleu, dépendent de la région. Ça me semblerait beaucoup plus logique. Finalement, chaque niveau s'occupe de ce qui le concerne. Voilà, donc là aussi le dossier est ouvert, on va le suivre avec grande attention. Les radios associatives font beaucoup pour les langues. Voilà, même si on entend... Oui, on a cité France Bleu, mais il y a évidemment d'autres radios qui ont des soutiens publics d'ailleurs, parce qu'elles mènent aussi des missions de service public sur l'information locale ou sur la vitalité des langues de Bretagne. C'est important, il nous reste 3 minutes, mais on a beaucoup parlé aussi de budget ces temps derniers. On a vu la région voisine de Loire-Atlantique couper violemment dans les budgets de la culture. C'est une inquiétude aussi aujourd'hui. La région Bretagne a promis de ne pas bouger, en tout cas de faire le maximum pour ne pas trop bouger sur les budgets. C'est une inquiétude aujourd'hui, ces coupes budgétaires. C'est une vraie inquiétude qui se double d'une grande injustice. C'est que les collectivités locales sont poussées à couper dans leur budget culture par la baisse de dotation d'État. Parce qu'elles ont aujourd'hui très peu d'autonomie fiscale, elles peuvent très difficilement augmenter ou baisser des impôts. Et donc quand les dotations baissent, elles ont la quasi-obligation, soit de s'endetter, soit de couper dans leur budget. Et on imagine bien que les départements ne vont pas arrêter de verser le RSA, par exemple, donc baisse des budgets. Il y a des priorités sociales. Mais ce qui est grave, aussi. parce que la culture, c'est quand même une composante importante de la vie sociale. Certes, quand on baisse des subventions culture, il n'y a pas des gens qui vont mourir, qui vont être dans la rue dès le lendemain, mais à long terme, ça réduit quand même du lien social. C'est des possibilités d'épanouissement qui se réduisent. C'est, à mon avis, quelque chose qui est négatif sur le long terme. Bon, la région Pays de la Loire a été très loin parce qu'elle n'avait pas l'obligation de faire autant de coupes. Là, c'était un choix idéologique assumé, que je déplore, mais enfin, il a été fait. On a fait le choix inverse au niveau de la région Bretagne, de les maintenir. Mais le problème fondamental, c'est le financement des collectivités et le déséquilibre des financements du ministère de la Culture. Parce que le ministère de la Culture développe beaucoup, beaucoup plus en région parisienne qu'en région Bretagne ou que dans le Nord. Alors, sans doute parce qu'il y a des grandes institutions culturelles, mais si on empêche les collectivités locales de soutenir la culture partout sur le territoire et qu'en fait, on se dirige vers un modèle et il n'y a plus que le ministère de la Culture qui finance surtout à Paris, on va aggraver sérieusement les inégalités territoriales. Voilà, et vous reviendrez, Nilka Wilson, pour en parler, parce que là, on ne va pas avoir le temps de développer au-delà. Et on parlera aussi des municipales, parce que voilà, ça se prépare aussi. On anticipe un petit peu, voilà, vous avez compris, vous allez revenir sur l'antenne de Bretagne 5. Nilka Wilson, conseiller régional de Bretagne, militant de l'UDB. Merci d'avoir été ce lundi matin en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle journée. À vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.